Non, vraiment, j'aurais jamais autant relu le un livre, en fait, jamais. Ça fait des années que je reçois plein d'invitations à des événements et j'y vais jamais. Déjà, niveau financier et puis le trajet, l'hôtel, et tout et également le fait que des fois, bah, on est informé, quelques semaines, quelques jours avant ledit événement et bon, faire juste un aller-retour, sachant que je viens de Suisse et que la plupart des événements se font à Paris. Alors faire un aller-retour, ça serait possible. Entre moi, mon corps qui suit pas et la fatigue, disons que c'est pas possible. Alors quand j'ai vu que la soirée de lancement pour ce titre était le même week-end que le Festival du livre de Paris, je me suis dit qu'il était enfin temps de se faire un long week-end en solo. Alors la vidéo va être assez longue car déjà j'ai plein de choses à vous montrer et également beaucoup de choses à dire, dont des trucs juste incroyables et des choses voilà. Alors pour faire plus simple, je vais créer plein de chapitres pour que vous puissiez passer d'un sujet à l'autre ou pas et surtout je vais tout raconter en fait dans l'ordre chronologique des choses. Alors qui dit Paris, qui dit librairie, surtout que j'étais dans le quartier latin. Donc bien entendu, il y avait 52 000 librairies juste au pied de mon hôtel ou à 5 minutes de marche, dont les librairies Gibert que j'ai découvert il y a 2 ans et dont j'aime énormément en fait la façon de fonctionner, car ça, il y en a pas chez moi. Donc vraiment dans tous les rayons, vous avez les livres, enfin normal, et à côté des titres, il y en a qui ont ce petit logo jaune, donc d'occasion, des titres qui sont simplement d'occasion et du coup moins chers. Et ils sont mélangés en fait entre les livres neufs. Donc on peut vraiment choisir si on le veut neuf ou d'occasion. Et on a directement un regard sur ces titres-là. Donc déjà, je trouve le concept super intéressant. Ça permet aussi de revendre facilement des titres qu'on ne veut plus. Et ça permet à des gens qui ont peut-être moins les moyens d'avoir des titres moins chers. Donc à la base, je venais pas forcément pour ça. Enfin, parce que j'adore ces librairies, il y en a vraiment 3. Oui, 3 différentes. Il y a celle où il y a vraiment tout ce qui est comics, BD, graphique. Il y a ensuite la nouvelle librairie qui a ouvert en novembre 2025, Romance, avec tous des décors incroyables. Il fallait que je voie ça. Je vous mets quelques photos ici ou ici. Donc c'est pas des photos que j'ai prises moi, car j'ai vraiment vécu le truc à fond, hein. J'ai pas pensé à prendre de photos. Donc c'est des photos que j'ai prises sur internet. Et vraiment le décor était trop bien. Et il y a la librairie standard, où il y a vraiment tous les thèmes, étage par étage. Et donc j'avais envie de faire un tour de ces 3. Et quelle fut ma surprise quand je suis rentrée dans la première et que j'ai vu un petit écriteau qui stipulait qu'avec la carte de fidélité en fait Gibert, on avait droit à 30% de rabais supplémentaires sur les livres d'occasion. Donc je me suis dit c'est parti. Donc je me suis fait la carte. En 5 minutes, c'est fait. Elle est dématérialisée sur le téléphone. Et du coup, je me suis dit, si je vois des livres d'occasion qui sont sur ma wishlist, ils seront plus dans ma wishlist. Et du coup, ça a donné ça. Dans le rayon jeunesse, j'ai trouvé Les Sorcières de Venise. Donc c'est le nouveau label de Benjamin Lacombe que j'adore. Donc là, c'est Papillon Noir, donc chez Gallimard. Puis bon, Benjamin Lacombe, c'est incroyable. Donc là, pour le coup, ce n'est pas lui qui a fait les illustrations, mais c'est son label. Puis bon, j'ai dit, c'est dans ma wishlist, c'est plus dans ma wishlist. J'allais pas passer à côté de ça, surtout qu'il y avait encore 30% de moins sur le prix indiqué. Ensuite, une autrice que j'avais adorée, j'avais lu son autre titre. Je sais plus le titre, mais là, c'est Les Invocations. Donc publié chez Rajo. Ah c'est là.
Les Sœurs Hollow, je l'avais écouté en audio, c'était un immense coup de cœur, et j'avais envie de découvrir son autre titre, donc je voulais pas passer à côté. Après, au rayon, c'est science-fiction, fantasy, policier. J'ai trouvé 2 titres. Donc celui-ci, c'est une anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Nous parlons depuis les ténèbres. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, j'avais vu des très bons retours, donc j'avais bien envie de le découvrir. Enfin, je vais pas dire ça à chaque fois, mais je trouve vraiment intéressant et ça a l'air sympa. Et un autre titre que j'ai vu passer énormément, c'est L'impératrice du sel et de la fortune, chez La Talente, exact, chez La Talente. Donc je savais pas qu'il était en relié. Enfin, depuis le temps que j'en entends parler, il fallait bien que je le découvre. Et ensuite, là où j'ai fait le plus gros craquage, donc c'est chez Gibert Romance, où il y a vraiment tout le premier étage où on rentre, où il y a les nouveautés. On a tout ce qui est VO mélangé au français. À l'étage en dessus, il y a tout ce qui est romance contemporaine. Encore en dessus, tout ce qui est romance queer, donc mélangé science-fiction et contemporain. Et également tout ce qui est romantasy. Et donc au sous-sol, il y a tout ce qui est romance psychologique, dark romance, un côté romance historique et tout ce qui est webtoon. Alors j'espérais trouver les webtoons que je voulais, donc Seule la mort attend la vilaine et d'autres. Il n'y avait pas tous les titres, puis j'avais pas envie d'acheter que genre le tome 5, ça me saoule. Et puis prendre que le premier tome, ça me saoule aussi. Je voulais vraiment la série, donc j'ai dû faire d'autres librairies, mais ça, j'en parle après. Mais donc, j'ai pu trouver ces titres-là. Donc, il y a A Curious Kind of Magic, publié à la Martinière Fiction. J'ai vu des très bons retours aussi. Donc, dans ma wishlist, dans ma bibliothèque, voilà. Il y a Le Palace, chez Rajo New Adult. J'adore le jaspage. J'ai vu des retours autant mitigés, allant dans tous les sens, en fait. Et ce titre m'intrigue énormément depuis sa sortie, donc j'espère que je ferai partie de ceux à qui ça plaît. Ah, et celui-là, je l'ai mal rangé. Donc je l'ai pris dans le rayon science-fiction fantasy, donc publié chez Neptune. C'est un label de La Talente. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer, puis j'avoue, la fourre, voilà, elle est incroyable. Mais c'est un label que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment déjà. Puis bon, ça brille, c'est un argument. Et donc, pour revenir à notre romance, j'ai trouvé, ça je m'y attendais vraiment pas, donc 2 titres de chez Bookmark en relié, comme quoi il y a vraiment de tout en occasion. Donc il s'agit de 2 tome 2, dont j'ai les premiers tomes dans ma bibliothèque. Donc La Nuit des monstres, le guide pratique des monstres, donc le tome 2. Et La sorcière de sang, donc l'héritage de Lennox Osseous, comme ceci. Donc celui-là, il est dans la collection Moonlight, et celui-là, Lost Kingdom. Je suis trop contente de tomber dessus, surtout qu'ils sont en parfait état. Et chez Gibert, où il y avait tous les comics, les graphiques, bandes dessinées et mangas. Alors, il y avait plein de titres qui m'intéressaient, mais je me suis dit que jamais de la vie je vais réussir à soulever ma valise, surtout que les graphiques pèsent beaucoup plus lourd, et surtout que je m'étais mis en mission de trouver les webtoons que je voulais. Donc, j'allais pas m'encombrer, on s'entend, mais voilà, la force de mes bras ont une limite. Donc là, je suis très contente, j'ai trouvé Grimoire Nuit. Il est sorti il y a un bon moment déjà. Ouais, un bon moment, en 2022, ça va. Mais je l'avais vu sur les réseaux sociaux, les illustrations, je les trouvais magnifiques. Et surtout qu'il était à 7,70 €, moins 30%, voilà. Donc j'allais pas passer à côté. Donc là, c'est tout pour mon petit tour en librairie que j'ai profité de faire le jeudi parce que je suis arrivée plus tôt sur Paris pour être tranquille, et que j'ai continué le vendredi matin. Et suite à ça, je voulais vraiment trouver les webtoons. Donc ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo où je parle justement de romans adaptés de webtoons, que je vous mets là.
et on m'avait donné plusieurs recommandations, autant sur YouTube que sur Instagram. Et j'avoue que j'ai pas vraiment eu de chance dans mes recherches car il y avait souvent pas le tome 1 ou alors il y avait genre 2 tomes et puis je sais que ça va me frustrer. Mais par contre, j'ai réussi après de longues marches. Je suis tombée sur une librairie, donc c'était le Renard Doré. Puis j'ai eu le tote bag à paillettes, je sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est super sympa, il y a vraiment de tout. La vendeuse était super sympa, enfin j'ai trouvé en partie mon bonheur. Et heureusement que j'ai pas trouvé plus parce que ça pèse vachement lourd. Donc j'avais adoré le webtoon White Blood où j'avais lu seulement le premier tome et tout le monde m'a dit lis la suite, c'est génial et surtout que la série est finie. Et donc je me suis pris les tomes restants, donc le tome 2 à 8. Et les illustrations elles sont dingues. Donc je vais relire le tome 1 et enchaîner avec la suite. Ça pèse, heureusement que j'ai pas trouvé les... Bon, déjà heureusement pour mon porte-monnaie également. Mais là vraiment je serais tombée sur les autres titres qu'on m'a recommandés. Ma valise, jamais de la vie je l'aurais soulevée. Bon, et petit aparté aussi, pour ceux qui sont là depuis quelques vidéos, je pense que vous avez compris que j'adore tout ce qui est loisirs créatifs, le coloriage. Et il se pourrait que j'ai craqué sur du diamond painting. Voilà. Non, surtout, je voulais profiter d'aller en librairie pour voir certains livres de coloriage. Enfin, sur Internet, on voit pas, enfin, c'est pas comparable. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. Enfin, j'ai déjà fait plein de diamond painting, mais bien souvent, les couleurs ne correspondaient pas au code couleur et ça m'a saoulée. Et là, je me suis dit que normalement, avec Hachette Heroes, il n'y aurait pas de souci. Ensuite, nous arrivons au vendredi soir où il y avait la soirée de lancement pour Roma Sargassa, donc chez Page Turner. Donc déjà, j'ai eu la chance incroyable d'être invitée. Mais encore plus, et ça, j'aurais voulu le faire, ça ne l'aurait pas fait. Quand j'ai mis l'adresse sur le plan pour savoir où me rendre, peut-être, c'est mieux, je me suis rendu compte que l'événement avait lieu genre en face de mon hôtel. Donc vraiment, je descends, je traverse la rue, je fais 20 pas, allez, et j'étais à la soirée. Donc ça vraiment, j'aurais voulu, j'aurais pas pu. Car je vous avouerai, vu qu'il y avait un dress code, moi j'ai voulu jouer à fond et j'étais moyennement à l'aise. Enfin, je me suis dit si je rentre à minuit comme ça, le métro et tout, enfin, voilà. Donc vraiment là, j'ai eu de la chance. Donc bien entendu, l'ambiance était géniale, tout comme le décor, bon, on va pas se mentir, le buffet aussi. Il y avait également des cocktails avec des noms faisant référence au livre. Donc vraiment, c'était génial. Je vous mets quelques photos là, enfin j'ai pas vraiment filmé et autres. J'ai vraiment pris le temps de profiter du moment. Et en prime, il y avait un photo boot. Donc ça, c'était génial. Donc on en a profité. Donc j'ai fait plusieurs photos. Là. Donc je trouve ça vraiment chouette avec le décor du livre. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir de voir des gens avec qui j'avais seulement échangé par message ou par Discord ou par visio. Donc ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Même si j'ai trouvé dommage que l'événement, en fait, ça soit vite vidé. Enfin, une fois qu'on a pu échanger avec l'autrice, qu'elle a pu répondre à des questions, qu'on a reçu le livre, qu'on l'a fait dédicacer, beaucoup de gens sont partis. Donc sur le coup, j'ai trouvé ça dommage. Mais en même temps, s'ils ont été au festival du livre la même journée, je comprends tout à fait. Et encore, ces gens-là avaient tout mon respect car j'aurais pas pu faire les 2 choses la même journée, c'est pas possible. Et vraiment là, je me dis que je salue mon anticipation de n'avoir fait un planning vraiment très, très light, car autrement, je serais restée clouée au lit, à l'hôtel. Donc bref, Roma Sargassa, donc le premier tome, Le Soleil d'Écléos. C'est une dystopie young adulte et ça sera une trilogie si je dis pas de bêtises. En tout cas, le tome 2 est déjà sorti en VO ou va sortir et l'autrice nous a dit qu'elle était en plein travail en fait sur le 3e tome. Et elle nous a surtout très très bien hypé sur en fait l'extension de son univers. Ah, puis, regardez, il est magnifique.
Je me réjouis de le commencer. So I was ahead of the game. But I was joking for about 2 years that I was writing a book about how nervous I get when a certain kind of guy is too into the Roman Empire. Because sometimes it can be a little bit of a dog whistle. Et donc nous sommes sur une dystopie où l'Empire romain, en fait, n'est jamais tombé et où le savoir, la connaissance a beaucoup d'importance. Qui dit dystopie dit complot, rébellion, espionnage et caste. Il y a plusieurs points de vue, enfin de différents personnages venant de milieux très très différents. Et l'autrice a également fait mention qu'il y avait énormément de diversité dans ces personnages, donc diversité de genre et autres pour couvrir en fait toutes les représentations. Du coup, j'espère qu'il me plaira car j'avoue que j'ai pas mal d'attentes dessus. Ensuite, je suis allée donc au Festival du livre de Paris. J'avais un billet pour le samedi avec une entrée à 10 heures. Je me suis dit que je préférais aller assez tôt et j'ai bien fait. Et donc j'ai énormément de choses à dire sur ce salon, mais je vais commencer par les conférences que j'ai vues et celles que j'ai pas pu voir. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc je voulais assister à la conférence Amour impossible qui avait lieu à 10 heures. Donc j'ai loupé un tout petit bout, mais... Et donc il y avait 3 auteurs de bande dessinée où le thème de l'amour impossible était un peu mis à l'honneur dans cette conférence. Et donc l'amour impossible amené de différentes manières, que ce soit un amour interdit ou simplement hors norme aux yeux des autres de la société. Et ça a donné des échanges extrêmement intéressants, surtout que les auteurs parlaient de leurs œuvres qui sont totalement différentes, de leur vision des choses différentes. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un regard neuf, avec une autre distance sur ces sujets, et j'ai adoré. Donc il y avait Pierre Alexandrine avec L'Amourante, Véro Cazot avec Le Chant des Possibles, et Amélie Sarne, la seule que je connaissais, avec Rose and Crow, dont j'ai découvert seulement le premier tome il y a un certain temps, et j'avais adoré l'histoire, et les illustrations sont juste sublimes. Du reste, je vais vous mettre quelques planches, car je trouve vraiment les dessins magnifiques. Donc vu que j'ai loupé le début de la conférence, je ne sais pas forcément ce qui s'est dit, mais ça a débuté, enfin, pour ma part, avec Véro Cazot, qui parlait du champ des possibles, donc une œuvre qui est plus science-fiction, et où la protagoniste aime plusieurs personnes. Et donc, ça soulève la question totalement légitime de est-ce que l'amour, enfin, comment l'amour est partagé? Est-ce qu'on aime moins étant donné que l'amour est divisé? Et quand Véro a parlé de ça, je me suis dit que oui, effectivement, la question coule de source. Donc ça relève quand même d'un réflexe conditionné, surtout que je m'étais jamais posé la question au final. Et elle a fait un parallèle non pas par sa propre expérience, mais d'après différents dires. Donc les parents, quand ils ont plusieurs enfants, l'amour n'est pas divisé, il reste entier et différent. Enfin, là encore, moi, je ne peux pas savoir. Par contre, quand j'ai discuté avec plusieurs autres personnes qui ont effectivement plusieurs enfants, c'est juste. Il n'y a pas une question de division ou autre. Enfin, peut-être dans certains cas, oui, mais voilà. Donc c'est un amour qui est différent, déjà différent vis-à-vis du conjoint, différent par rapport à tellement de choses, car il n'existe pas qu'un seul amour ou qu'une façon d'aimer. Et effectivement, en fait, ce mot, enfin amour, a une connotation en fait très restreinte. Enfin, dans la manière où il est utilisé en général. Il y avait également une petite aparté que j'ai trouvée très intéressante et qui, bien entendu, ne s'applique absolument pas à tout le monde et ne correspondra pas non plus à tout le monde. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et absolument pas dépourvu de logique. Donc la vision du couple hétéro-monogame, où la femme est heureuse avec son rôle de femme, un rôle de femme au foyer qui fait le ménage, qui est heureuse d'avoir des enfants, blablabla, enfin la relation où le cadre est exclusif, enfin le parfait exemple du moule parfait que la société souhaite, le modèle qu'on est habitué, enfin pas les nouvelles générations vu que ça a beaucoup changé, mais l'image de la petite villa avec la petite barrière blanche et le petit chien, enfin on voit tous, de quoi je parle. Donc vraiment un modèle où la société nous pousse à s'y conformer et ce, sans qu'on se pose la question de: «Est-ce que ça me plairait?» Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a autre chose de possible? Mais est-ce que ça me plairait? Donc le nombre de femmes, j'ai pu voir des retours, des reportages
qui ont fondé une famille, qui ont fait des enfants, qui se sont mis dans ce moule et qu'en fait ça leur convenait pas, mais à aucun moment elles se sont posé la question de: «Est-ce qu'on peut faire ça différemment?» Donc bien sûr, ces situations-là peuvent créer, de la tristesse, des malaises, des frustrations qui, entre autres, mènera, à des mensonges, à de la tromperie et bien pire. Donc bien sûr, je fais une sorte de généralité, mais je trouve que la réflexion, une fois encore, est intéressante et n'est pas dépourvue, de sens. Tout comme la question, en fait, des happy end. Donc je sais plus lequel des 3 de ces 3 personnes, enfin de ces 3 auteurs a raconté l'anecdote, mais discuté avec son éditeur qui avait adoré un script, mais qui avait fait la réflexion de: «Mais est-ce que tu pourrais pas faire, une fin heureuse, à la fin de ton récit?» Et dans le pitch, ça parlait d'un couple qui ne voulait pas d'enfant et concrètement, chacun fait ce qu'il veut, le plus important, c'est de s'écouter. Et donc pour l'éditeur, une fin heureuse était obligatoirement une fin où le couple, a des enfants, enfin et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Alors concrètement, moi, on me sort ça, c'est mon cauchemar, mais vraiment la vision du bonheur, enfin et de la fin heureuse est tellement propre à chacun et surtout propre à chaque histoire. Alors oui, dans certains cas, en reprenant l'exemple du couple qui ne voulait pas d'enfants, il y aura de toute façon un petit pourcentage de et au final, ils en ont et ils sont heureux, enfin ils se rendent compte que, c'est ce qui leur manquait, enfin et tout ça, tout ça. Enfin, de toute façon, à ce stade, ils ont plus vraiment le choix. Enfin, c'est un petit peu trop tard. Donc j'espère pour eux qu'ils sont heureux. Mais le fait de tout régler à la fin du récit, enfin régler le problème, enfin le problème, on s'entend une sorte de divergence face à la aux attentes de la société, ça a tendance, à m'énerver. Donc je vais faire un parallèle, enfin j'avais lu plusieurs œuvres, donc le sujet n'est absolument pas le même et il était question d'handicap invisible, donc un sujet, où je suis clairement touchée et je trouve que c'est un sujet déjà intéressant et j'avoue que ça me fait plaisir aussi de pouvoir lire quelque chose où je peux me sentir plus ou moins représentée. Je dis plus ou moins parce que, chaque personne est différente et ce pour tellement de raisons. Et donc à plusieurs reprises, enfin, à la fin du récit, on avait droit à une sorte de «waouh» et tout se règle comme par magie ou s'améliore de façon, miraculeuse et on part vraiment sur une fin heureuse de et en fait, tout va pour le meilleur des mondes. Donc une chose qui alors tant mieux si ça arrive dans la vraie vie, tant mieux si des gens peuvent, se sentir représentés par ce genre de fin, enfin c'est génial. Sauf que pour, beaucoup de cas, déjà c'est pas possible et pourquoi pas ne pas partir sur donc à mes yeux, hein, une vraie fin heureuse qui sera, d'autant plus crédible en fait et plus porteur d'espoir. Donc une fin où le protagoniste, fait de son mieux, apprend et accepte à vivre avec les hauts et les bas, car honnêtement c'est quelque chose de très difficile, si ce n'est pas le plus difficile, enfin ça dépend des jours. Mais tout ce côté acceptation et apprendre à vivre, je la trouve tellement, enfin, intéressante et forte, puissante et au final, si à la fin on raye ce passage-là, on raye le problème et qu'on prend des raccourcis, improbables et impossibles et que pouf, tout va bien dans le meilleur des mondes, ça enlève absolument, tout le message et ça n'a absolument, plus aucun sens, surtout pour des handicaps qui, ne se soignent pas. Enfin bref, il y a eu énormément de sujets très intéressants qui ont été soulevés dans cette conférence et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de découvrir leur bande dessinée. Ensuite, la conférence que j'attendais avec la plus grande impatience, c'est le Sorceleur immersion dans le livre audio. Donc, pour les invités, il y avait Diane Dahan, l'éditrice de la version audio, enfin de la nouvelle version audio, Daniel Jolobé, donc le narrateur des livres audio, et accessoirement la voix française de Geralt dans les jeux vidéo. Il y avait également Alain T. Puységur, donc l'expert de The Witcher, qui a entre autres écrit ça et plein d'autres. Il a également sa propre série qu'il a écrite, qui n'a rien à voir, mais moi je le connais par le biais de ces œuvres-là. Et il y avait également l'ingé son Loris Sassi. Bon déjà, The Witcher, c'est une très très longue histoire et je l'ai découvert il y a très très longtemps avec ces éditions-là. Donc chez Brajlon, mais c'était encore chez Milady, donc ça date. Je saurais même plus dire quelle année j'ai découvert ça, mais c'était il y a longtemps.
Et après, comme beaucoup de monde, bien entendu, j'ai découvert par le biais de The Witcher 3, donc le jeu vidéo sur PlayStation 4, qui est le meilleur jeu auquel j'ai joué, même si j'avoue que ça fait des années que j'ai mis ça de côté, mais ça reste le meilleur jeu auquel j'ai joué, que ça soit niveau enfin graphisme, l'histoire, enfin le monde ouvert, la musique, enfin tout. Donc The Witcher, cette saga a eu droit à plusieurs traductions, dont dernièrement à une revisite justement, d'où le nouvel enregistrement de, bah, la nouvelle version audio chez Audiolib. Et il y a eu également, 52 000 éditions, dont j'en possède un certain nombre. Et il me semble que les livres audio, les premiers, c'était sorti chez Hardigan. Et donc pour la revisite de la traduction, c'est édité maintenant chez Audiolib. Et dans la foulée, ils ont également enregistré le dernier tome qui est sorti, qui est La Croisée des Corbeaux. Et dans ces rééditions, il y a encore 2 titres qui doivent sortir. La sortie est annoncée et elle est tout soudaine. Et accessoirement, l'auteur a annoncé un nouveau titre qui va sortir je sais pas quand. Et il a stipulé que contrairement à un certain George R.R. Martin, que lui, bah, il va tenir ses promesses. Donc dans cette conférence, il y a eu énormément de sujets abordés, comme le fait que Brajlon a décidé il y a plus de 20 ans de donner une chance à cette saga de fantasy polonaise, et surtout du fait que les 2 premiers tomes de la saga sont en fait bah, des sortes de recueils de nouvelles, donc chose qui n'était absolument pas monnaie courante dans ces années-là. Donc un gros risque, mais qui a bah, fonctionné, enfin qui a surtout explosé à suite bah, aux jeux vidéo. Et puis bon, après avec la série Netflix, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a également eu le sujet qui est revenu sur une version audio plus immersive, comme les anglophones, où il y a 52 000 acteurs qui font bah, chaque voix, des bruitages incroyables, enfin une immersion totale. Donc, comme Diane a dit, ça serait incroyable, mais niveau déjà bah, budget, c'est autre chose. Et surtout, tout ce qui est question bah, validation, car elle nous a donné une petite anecdote, donc avec le tome La Croisée des Corbeaux. Au début des chapitres, il y a un son, il y a une petite musique qui introduit ça. Et ils se sont dit que ça serait sympa de mettre aussi bah, des cris de corbeaux, enfin pour bah, croiser des corbeaux, des petits cris de corbeaux, enfin voilà. Et donc l'équipe de Sapowski a dit bah oui, c'est cool. Par contre, bah c'est des cris de corneille en fait, donc bah, faut changer. Donc il y a réellement un souci de détail, enfin dans les moindres détails. Et je trouve ça bah, vraiment génial. Enfin, je dis ça avec du recul, enfin, le recul d'une fan qui ne travaille absolument pas sur le projet et qui est juste là pour profiter. Donc Diane a fait vraiment un travail de dingue, s'aidant également de la série Netflix pour certaines prononciations des noms. Et si vous avez lu et regardé la série, vous-même vous savez que l'ordre, ça n'a rien à voir. Donc c'était un réel travail bah, titanesque pour trouver les informations qu'elle voulait, même si elle a pu s'aider de la recherche par sous-titres. Ça reste un travail de dingue. Donc je trouve ça incroyable et comme ça on a le droit à une continuité au fil des tomes pour la prononciation de chaque chose, et ce même pour des prénoms qu'on entend que 2 ou 3 fois, comme le prénom de Jasquier. Bon, et le gros point fort, c'est que la voix est la voix de Geralt dans les jeux vidéo. Alors le fait de le voir en vrai et le voir interpréter différentes voix, bah, c'était juste génial. Car vraiment cette voix, elle m'a accompagnée, je sais même pas combien d'heures j'ai joué à ce jeu, mais vraiment il y a une corrélation entre la voix de Daniel et puis celle de Geralt. Durant les échanges, il a été mentionné qu'il a fait plus de 200 voix, enfin il a modulé plus de 200 voix différentes pour ses enregistrements et je trouve ça fou. Donc il a vraiment un réel talent et accessoirement une très, très belle voix. Il nous a également parlé du casting pour les jeux vidéo. Donc il a également fait, enfin entre autres, donc il a également fait un personnage de Last of Us, je sais plus lequel. Et il s'avère que le déroulement des castings et de l'enregistrement lui-même est assez particulier, car bien entendu, quand il enregistre la voix, le jeu est en plein développement, il est absolument pas fini. Il faudra encore attendre bah, plusieurs années pour qu'il y ait la version finale. Donc en faisant ça, et même durant le casting, il se retrouve bah, en face de rien. Il a juste un dossier qui explique, bien entendu, et autrement bah, des fichiers et des fichiers de texte. Ce qui rend en fait l'univers, l'appropriation du personnage assez flou, je pense. Et il y a tout ce côté extrêmement confidentiel, donc ça doit vraiment apporter une ambiance assez particulière. On a eu également droit à un exemple type d'une journée d'enregistrement,
où Daniel relit le matin même le texte qu'il va lire dans la journée. Il parle également de ses habitudes qui, contrairement aux autres narrateurs, au moins les autres narrateurs qui ont travaillé avec Loris, que Daniel, lui, préfère rester debout pour interpréter les différents personnages. Et même si le talent n'est plus approuvé, il y a également une grande place à la complicité entre ces deux personnes. Bon, déjà, Loris est un grand fan de The Witcher, donc je pense que ça aide, et il doit vivre sa meilleure vie en travaillant. Mais le duo semble avoir énormément de complicité et travaille vraiment l'un avec l'autre, mettant en pause pile poil exactement au moment où il faut, au moment où il y a une erreur, un bégaiement ou autre. Et le fait que Loris reprend exactement au moment où il faut, enfin sans, enfin que ça se fasse totalement tacitement, enfin ça doit être incroyable. Enfin bref, un duo qui fonctionne. Bref, c'était extrêmement intéressant et j'ai adoré voir prendre vie cette voix devant moi, car bien entendu, il nous a lu plusieurs passages de différents livres, et je suis bien décidée de reprendre cette saga depuis le début. Non, vraiment, j'aurais jamais autant relu le- un livre en fait, jamais. Et surtout dans autant de formats et d'éditions différentes. Mais du coup, j'ai bien envie de tester ce retravail de traduction, car j'ai lu que l'ancienne, et surtout j'avais lu, enfin écouté qu'un des livres audio, enfin des anciens, et j'ai très envie de découvrir les nouvelles versions et surtout avec la vraie voix. Et peut-être éventuellement une fois finir cette saga, car non, je ne l'ai toujours pas finie, car non, je n'ai pas envie de quitter l'univers, mais étant donné que Sapkowski a mentionné qu'il allait écrire un nouveau livre, ça fera que je quitte pas vraiment l'univers si je finis, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et suite à ça, je voulais également participer à une autre conférence, c'était Contes de fées, contes d'effets, avec Salomé Laoche et Loulubi. Sauf que je n'ai pas pu accéder à la zone où il y avait la scène. Et ça, j'y reviens juste après. Car en fin de journée, il y avait également la conférence Le retour de la Dark Academia avec Quentin Jarnot, Victoire Six et AG Twice. Sauf que c'était à 18h et déjà à partir de 15-16h, enfin bien avant, j'étais déjà au bout de ma vie. Et vu que le billet d'entrée pour le festival stipulait qu'une fois rentré, on ne peut plus sortir, j'aurais jamais tenu jusqu'à cette heure-ci. Et pour ceux qui y étaient, enfin si vous avez tenu aussi longtemps, franchement, je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez tous mes respects. Alors j'ai vu des retours de gens qui disaient: «Oui, mais c'était stipulé qu'il suffisait d'environ 2-3 heures pour faire le tour du festival et puis que c'est la faute des gens qui restent plus longtemps, que ça ne désemplit pas et puis qu'il y a eu tous ces soucis». Je vais pas revenir sur toutes les polémiques, il y en a eu 52 000 sur les différents réseaux sociaux depuis, le week-end dernier. Sauf que 2-3 heures, bon déjà, j'ai fait le trajet depuis la Suisse, donc je vais pas rester que 2-3 heures. Surtout que je lis énormément de genres, enfin de livres différents, donc je suis intéressée par, en fait, beaucoup de stans et j'avais envie de vraiment faire le tour. Il y avait différentes conférences que je voulais voir, donc ça aurait rempli, toute la journée et surtout j'avais envie, de manger tranquillement dans un coin. Enfin, déjà je suis arrivée, j'avais pas encore bu de café, j'ai voulu boire un café tranquillement, enfin, j'avais pas envie de me stresser. Surtout que, j'ai payé mon entrée, j'ai le droit d'y être et j'avais plein de choses que je voulais voir. Et surtout dans mon planning, je parle même pas des dédicaces car, en fait, une journée ça suffit pas. Et je parle même pas du bordel qu'il y avait avec ces balcons, avec la romance qui était à l'étage. Car là, honnêtement, tout le coin où il y avait Olympe, Châtelet et tout ça, je n'ai pas pu y accéder. Enfin, j'ai vu la file d'attente. Je pense que pour ceux qui ont regardé sur les réseaux sociaux et qui ont suivi la polémique, c'était pas possible de passer. Et je ne pouvais pas même, m'amuser à faire la file d'attente. Enfin, physiquement, c'est pas possible. Et je me suis même posé la question de: est-ce que je sors ma carte d'invalidité? Est-ce que ça va permettre de passer devant tout le monde? Enfin, déjà, c'est hyper gênant ça. Sauf que honnêtement, ça aurait pas réglé le problème. Cette file d'attente, c'était juste pour rentrer dans l'espace où il y avait les stands, donc juste pour rentrer dedans. Après, il reste, un monde qui devait être fou, je pense. Parce que moi, je voulais vraiment regarder les stands, tranquillement, et après refaire une file d'attente pour voir d'autres livres dans le même espace, la file d'attente pour acheter, enfin non, vraiment là, c'est pas possible. C'est dommage, enfin, je connais mes limites et malheureusement, c'était sans moi. Donc mis à part cette partie qui m'a vraiment, saoulée, enfin, je vais pas mentir, j'ai pu faire de chouettes rencontres et ça m'a fait plaisir vraiment de pouvoir échanger, avec d'autres personnes, avec des auteurs, avec des maisons d'édition
et également faire quelques petits achats fort sympathiques. Alors, dans mes achats, j'ai pris en avant-première La Main de la Bête, donc la nouvelle sortie de chez Corrigan, et avec ils offraient une illustration que je trouve vraiment sympa. Donc là, on est sur une dark fantasy et du coup, il m'intriguait déjà en VO. Donc je me suis dit, bah oui. Ensuite, je suis passée au stand chez Verso et j'ai pris Tourist Season, donc la même autrice qui a écrit Butcher et Blackbird, une trilogie dont j'ai lu que le premier tome et j'avais adoré. Le résumé de ce tome-là me vend du rêve et je me suis dit que c'était la bonne occasion de craquer sur ce titre, car à l'achat de celui-ci, on recevait des goodies qui allaient avec. Donc il y avait une réelle plus-value de le prendre sur le stand. Est-ce une excuse? Oui. Alors, il y avait donc une carte postale avec. Il y a également une carte avec les protagonistes. Il y avait un autocollant avec la signature de l'autrice et un marque-page brodé qui est fait en France par la brodeuse de livres. Je la suis sur les réseaux et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait appel à une créatrice française pour faire des goodies parce que souvent c'est pas le cas. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment sympa. Et donc sur le stand, j'ai également craqué sur les mystères de Tandimiti. Donc il y avait le préquel qui était à 9,90 €, enfin une offre de lancement. J'ai pris le tome 1 et à l'achat de 2 tomes, on avait le tote bag offert. Et j'adore les tote bags. Donc, comme ceci. Et vraiment, cette saga, j'ai vu énormément de très très bons retours. Enfin, on est sur vraiment de la cozy mystery et c'est un genre que j'ai vraiment envie d'explorer en fait cette année. Ensuite, sur le stand de Plume Blanche, il y avait Elles se marièrent de Pascaline Nolo. Donc si je dis pas de bêtises, ce titre à la base avait été édité au Chat Noir et vu que la maison d'édition a fermé, plusieurs de ces titres ont été rachetés et réédités. Si je dis vraiment pas de bêtises, je sais pas, mais il me semble. Et donc j'ai pu rencontrer l'autrice, elle m'a fait une petite dédicace. Et donc là, on est sur une sorte de roman, enfin d'horreur. Et j'avais vu de très très bons retours sur ce titre. Pour rester un peu dans le genre horrifique, il y a aux éditions Contredire, donc les classiques interdits. J'avais déjà lu des contes interdits, alors autant il y en avait que j'avais apprécié, d'autres pas du tout. Et là, on est donc sur une revisite de classiques. Donc il y avait aussi 20 000 lieues sous les mers, Le fantôme de l'opéra, La Horla, enfin il y en avait plusieurs. Et j'ai craqué donc sur Frankenstein, l'alchimie de la chair. Et vraiment, donc il y a déjà des illustrations de garde. Il y a une illustration sur le reverse de la Dust Jacket. Et surtout, l'objet livre en lui-même est vraiment magnifique, avec un jaspage, tout comme Orgueil et préjugés, envoûtant Monsieur Darcy. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui a également donc une illustration de garde. Je crois que c'est la même. Ah non, c'est pas les mêmes du devant et à la fin. Donc j'avoue que c'était compliqué de choisir par lequel je voulais commencer, car en fait, ils me tentent tous. J'ai pris ces deux-là. J'ai vu que les autres existaient également en livre audio, donc pourquoi pas à tester. J'ai jamais fait, je crois, de livre d'horreur en audio, donc ça peut être intéressant. Et j'ai eu une carte, un autocollant avec le nom de la maison d'édition, et également mon péché mignon, un carnet de notes avec les différents titres. Ah oui, il y a Roméo et Juliette qui est sorti également récemment. Et donc, c'est un carnet de notes tout simple. Et ensuite, il y a un stand, enfin, je connaissais pas du tout, mais le stand a attiré mon regard, car il y avait des prints
et j'ai pu en avoir 2. Enfin, il y en avait un autre qui me plaisait, mais qui était en rupture et je trouve ça magnifique. Là. Et en fait, ça reprend des passages et les illustrations, du recueil. Donc c'est un travail d'équipe. Donc comme mentionné, c'est jumelé par le sang. Mimambule, tatoueuse dans son propre salon, les curieuses Saturnales et Sigma Pan, poète à la lisière entre folie et génie, présentent ici leur première création commune. Donc ce recueil s'appelle Sapromas, ça parle de la lisière entre la vie et la mort, enfin entre le vivant et la mort. Ça avait l'air super intéressant. J'ai également pu avoir une petite dédicace. Il y a également un petit lexique. J'ai feuilleté ça, ça a l'air vraiment intéressant car la moitié des mots, même plus de la moitié, je ne les connais pas. Et donc nous sommes sur un recueil. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ou pas bien voir. Comme ceci. Donc à chaque fois, c'est illustré. Et je trouve ça magnifique. Bref, je le trouve sublime. Le thème, enfin les thèmes abordés m'intéressent grandement et je me réjouis de le découvrir. Donc bref, ça a été des journées épuisantes, surtout celle du samedi. Et honnêtement, quand je suis rentrée à l'hôtel, ce qui m'a sauvée, c'est ça. Ah, on change de thème entre mes romans d'horreur et puis Winnie l'ourson. Non, mais vraiment, si vous cherchez une activité simple, sans prise de tête et hyper satisfaisante, testez le diamond painting. Vraiment, c'est trop bien. Par contre, faites attention, enfin, j'avais remarqué, j'en avais déjà fait donc plein que j'avais acheté sur Amazon ou sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom, que les couleurs ne correspondent pas forcément à l'illustration, notamment pour les teintes de peau. Enfin, je m'étais retrouvée avec une femme qui avait la peau, enfin, si j'avais suivi le code couleur, elle aurait une peau, jaune, poussin. Donc voilà. Et donc je vous mets tout de suite après un petit visuel de l'intérieur de la boîte et du rendu. Alors même s'il y a quelques teintes qui diffèrent un petit peu, en fait, ça va très bien pour ce genre d'illustration.
Maintenant que le calendrier est en fait bien rempli ces temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout au même moment. Mais dans les prochaines sorties que je vais faire, enfin, je retourne à Paris, mi-mai, donc ça fait dans à peu près 2 3 semaines. En gros, j'ai le temps de me reposer avant la bataille. Mais je vais aller au pop-up store des éditions Bookmark, où il y aura des ateliers qui ont l'air vraiment trop cool. Et je vais assister à deux tables rondes le vendredi, car il y en a une avec le sujet de la romantessime française, et ça m'intéresse énormément. Et je vais également avoir la chance de participer à une soirée de lancement qui a lieu quelques jours après ça. Donc pour le nouveau titre de Dana Blue, qui est Café et Dragon. Donc de cette autrice, j'avais pu lire La floraison des sakuras que j'avais adoré. Il y a également un autre titre, je sais plus, mais je vais l'écouter en audio avant la soirée, car il me faisait de l'œil depuis un bon moment et j'ai vu qu'il était en audio, enfin qu'il vient de sortir, je crois, en audio. Et donc je me réjouis de découvrir son nouveau titre et tout simplement de la rencontrer. Et je serai également présente aux Imaginales, qui a lieu fin mai. Cette fois, ça sera pas à Paris, mais à Épinal. J'ai vu qu'il y a la liste des auteurs et des maisons d'édition qui apparaissent au fur et à mesure sur le compte Instagram des Imaginales. Et je me réjouis énormément, j'ai énormément d'attentes en fait sur ce festival-là. Et lors de ce week-end, je vais également participer à la soirée Eversend, mettant à l'honneur la nouvelle saga de Victor Dixon, dont j'ai lu les 2 premiers tomes, et j'attends les 2 suivants avec impatience. Enfin bref, ça va être trop bien. J'espère que l'organisation sera mieux que celle du Festival du Livre. Ça va être épuisant, mais ça va être trop bien. Pour ces prochaines fois, je vais essayer de filmer peut-être un peu plus. Enfin, je dis ça, mais on verra bien. Mais en tout cas, je vous ferai des retours sur toutes les tables rondes, les conférences et tout ce que j'ai pu voir. Et bien entendu, acheter. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper de tout ça. Et on se retrouve très bientôt dans des updates lecture parce que j'ai lu pas mal ces temps-ci.